La fessée, on me dit, mais c'est rien, sur leur couche. Mais vous réfléchissez, ça veut dire que vous frappez par derrière, sur ses fesses, un enfant à qui vous allez demander ensuite d'être propre. C'est humiliant. Merci de nous retrouver dans cette émission, nouvelle émission, La vie en grand. La vie en grand parce que l'homme augmenté, parce que le psychos augmenté, une émission en partenariat avec le FPP, l'école de formation d'Hervé Madet, que vous connaissez bien, et Louis Gentil, merci d'être là. École de formation à la parentalité et à la psychologie, à la psychopratique. Donc c'est une grande école avec énormément d'étudiants. On a reçu d'ailleurs Hervé Madet ici. C'est ça. On a fait, d'ailleurs vous étiez présent, on a fait une très belle émission. Alors vous inaugurez ce cycle d'émissions qu'on va consacrer à la parentalité, dans laquelle vous excellez parce que c'est votre vie. Vous êtes pédiatre très célèbre. Vous avez écrit, commis une trentaine d'ouvrages. J'aide mon enfant à s'épanouir. Il est où mon papa? J'aide mon enfant à avoir confiance en lui. Et puis l'autorité sans fessée. Alors c'est vrai que l'autorité sans fessée, la fessée a été au cœur de l'actualité il y a quelques années. Et donc il est interdit de donner une fessée à un enfant. Oui, c'est ça. Alors tous les parents ont la nostalgie de la fessée, celle qu'ils ont reçue, celle qu'ils ont donnée, et ils sont persuadés qu'aujourd'hui, s'ils sont des bonnes personnes, c'est grâce à la fessée qu'on leur a donnée. Mais en fait, aujourd'hui, tout le recul, et moi-même, vous voyez, je suis pédiatre de 2 générations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis les bébés de mes bébés. Je les soigne et je vois bien la différence entre les enfants qui ont été élevés dans le respect de leurs besoins et ceux pour lesquels on a pratiqué une autorité brutale. Mais je suis là pour aider les parents parce que, évidemment, les parents, ils disent, mais alors comment faire? Voilà, je suis là pour comment faire. La fessée ou la claque, c'est une violence? Absolument, absolument. Et vous savez, la fessée, souvent, je dis, ça a l'air mignon, hein. Il n'y a que la langue française, d'ailleurs, qu'à ce mot. Quand je parle avec des Scandinaves, ils sont toujours très étonnés. Et la fessée, on me dit, mais c'est rien. On me dit, mais sur leur couche. Alors là, je dis, ah bon, vous tapez des bébés. Mais après, on me dit, mais une petite fessée. Une petite fessée, mais vous réfléchissez. Ça veut dire que vous frappez par derrière, sur ses fesses. C'est humiliant. Un enfant à qui vous allez demander ensuite d'être propre, ou bien que vous humiliez ainsi. Et donc, quand vous réfléchissez, jamais un adulte... C'est un vrai traumatisme. C'est un vrai traumatisme psychique. C'est une façon de soumettre. Et souvent, on croit que les enfants doivent être dressés, doivent être soumis. C'est ça. Il y a l'autorité naturelle, par le verbe, par le dialogue, on va en parler. Voilà. Il y a l'autorité artificielle, par la violence. C'est ça. Et qui crée chez l'enfant... Ensuite, des retours de bâton à l'adolescence, de la rébellion. Vous savez, on me dit souvent, mais ceux qui frappent même leurs professeurs, mais ce sont des enfants qui ont été tapés. Ce sont les mêmes qui ensuite vont utiliser la violence. Ils se vengent, ils retournent l'oppression dont ils ont été victimes, ils la retournent contre l'autorité qu'ils vont trouver sur leur chemin. Alors, même la gifle aussi, c'est un traumatisme. Mais bien sûr. On voit aujourd'hui à la Chambre des députés, il y a 2-3 députés qui sont justement qui se sont mis un petit peu en retrait de la vie politique parce que leur compagne a dit « Ah, il m'a giflé tel jour ». Et là, il y a une plainte, etc. Et une gifle fait que cette personnalité politique se met en retrait, voire perd son mandat. Donc le monde a changé, Héloïse. Oui, et puis grâce à mon travail, je dois dire que, parce que je me suis battue, et c'est en 2012 que la loi, vous l'entendrez lors des mariages, écoutez bien, vous entendrez le maire qui dit « L'autorité parentale exclut toute violence physique et psychologique faite à l'enfant. » Ça a été rajouté à « Voulez-vous prendre pour époux, voulez-vous prendre pour épouse ?» Ça, c'est rajouté dans la déclaration. Voilà, pour faire prendre conscience à toute l'Assemblée lors d'un mariage des bonnes pratiques.
Alors, les gens souvent se disent, mais comment c'est possible? Ils peuvent donc perdre leur autorité parentale. La loi, c'est que si vous frappez votre enfant, vous pouvez perdre votre autorité parentale. Mais en fait, un papa, par exemple, qui aurait... l'enfant va dire au collège, mon père, il me tape. Bon, on va demander à voir le papa. Et si le papa dit, je ne sais plus comment m'en sortir, on va lui faire... c'est adossé à un programme, justement, d'aide à la parentalité, comme ce programme que je développe. Et avec ça, on va l'aider à avoir une autorité sans frapper. Par contre, si le père il dit, moi je fais ce que je veux, c'est ma vie privée, si j'ai envie de taper mon enfant, alors là, ça va pas aller pour lui. C'est mon objet. C'est mon objet. Est mon objet, comme ma femme est mon objet. Femme. C'est pareil que les violences conjugales. Ouais. Donc j'en fais ce que je veux. Et oui. Et pourquoi c'est pas bien? Parce qu'on pourrait dire, après tout, chacun a le droit. C'est pas un problème de morale. C'est un problème de neuropsychologie. Moi, je vous parle en tant que scientifique. Je suis médecin, comme vous, Nasser, et je suis pédiatre. Donc, nous sommes des neuroscientifiques. On est passionnés par le développement du cerveau. Et donc, j'aurai l'occasion, j'espère... Louise, on se rappelle aussi le premier adage, primum non nocere. Mais c'est ça, de la médecine. Ne pas nuire. Et oui. Or on a montré maintenant comment élever en frappant, en tapant, quelle que soit la tape, va nuire. Et surtout quand c'est répété, surtout quand c'est convaincu, surtout quand c'est asséné, et surtout quand on menace tous les jours. Tu vas t'en prendre une. En premier, ne fais pas de mal. Oui. On ne te demande pas de faire du bien spécialement, mais ne fais pas de mal. Déjà si tu arrives à ne pas faire du mal, tu seras un bon médecin. C'est comme si tu fais du bien. Voilà. C'est ça, primum non nocere. Et c'est votre adage aussi, et votre leitmotiv, vous, quand vous enseignez à l'EFPP. Et j'insiste que c'est pas une question de mode, c'est une question de ce que nous ont montré les sciences sur ce que les châtiments corporels, comme on dit, font sur le cerveau et le développement de l'enfant. Donc ça aide au contraire les parents de savoir qu'il ne faut pas frapper. Et c'est aux sources de ce qu'on peut appeler peut-être des fois le masochisme, le sadisme. Oui, ça alimente ça. Mais bien sûr, parce qu'après l'enfant va fonctionner de la même façon et très vite, hein, et après contre ses parents. Quitte à y trouver du plaisir. Alors oui, oui. Et c'est la fameuse scène de Jean-Jacques Rousseau qui raconte comment il prenait du plaisir quand sa nourrice lui fouettait les fesses. Donc après, vous imaginez les rapports qu'il pouvait avoir lui-même avec les enfants ou avec ses maîtresses. Donc voilà, ça s'ancre après dans l'individu. C'est dans la main. Le monde a tellement changé qu'avec des personnalités comme vous, finalement, aujourd'hui, il y a la charte des droits de l'enfant. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose de cohérent, de sérieux. Et même des enfants peuvent... se plaindre ou peuvent porter plainte contre l'un de leurs parents. Comment ça se passe? Alors on m'a beaucoup dit, oh là là, c'est ça, les parents vont aller en prison. Non, c'est pas du tout le fait. Mais en effet, un enfant peut, il y a des numéros SOS et on l'informe, qu'il peut dire qu'il est frappé régulièrement, qu'il a été puni de façon grave. Et à ce moment-là, comme je vous dis, on propose un programme d'aide à la parentalité aux parents pour leur apprendre à faire autrement. C'est seulement s'ils refusent et s'ils répètent et si là, il va y avoir une enquête sociale d'abord. Ça ne va pas tout de suite à la justice. Donc c'est un chemin qui est pratiqué dans les pays nordiques, où maintenant, tous ces châtiments corporels ou ces gifs, ces fessées sont vraiment plus d'usage. Et souvent, et vous voyez que ce sont des pays où dans les enquêtes PISA, les enfants réussissent le mieux à l'école, alors que ce sont les premiers qui ont supprimé la fessée, la claque, etc. Mais donc, c'est toute une éducation à donner aux parents. C'est l'aide à la parentalité. Louise Gentil, est-ce que la vérité sort vraiment de la bouche des enfants ? Ah, c'est magnifique cette phrase. Vous savez, un enfant ne ment pas, n'est pas capable en fait de mentir jusqu'à l'âge d'environ 8 ans. Dolto disait... Après, c'est ambigu. Après, non, parce mais après, on a eu des faits divers où l'enfant, par exemple, s'est laissé aller en disant que j'étais victime de telle ou telle violence sexuelle, etc. Et donc, la personne incriminée a été condamnée, voire enfermée, et après, elle est revenue en disant « Ah, c'est pas vrai, j'ai menti ». C'est ça. Donc, il y a l'adage « La vérité sort de la bouche des enfants », mais... Alors, c'est dangereux
de penser que l'enfant ment. Dolto disait l'enfant a des vérités successives. C'est-à-dire que l'enfant est tellement dans la dépendance de l'adulte. Vous savez, Cyrulnik aussi dit l'adulte c'est un géant sensoriel. Il a au-dessus de lui un géant avec toute son émotion. L'enfant il tremble en fait. Et donc il peut adapter sa réponse à la peur qu'il a de son interlocuteur. Et si on l'interroge plusieurs fois, eh bien, sa réponse peut se fausser. C'est pour ça que maintenant, quand des violences sont faites à l'enfant, nous avons des cellules pour interroger l'enfant en le filmant, pour que son témoignage ne vienne qu'une fois et il est mis en film. Et après, on ne va pas le réinterroger, parce que les vérités vont évoluer avec ses peurs. Donc non, l'enfant ne ment pas spontanément. Donc le premier jet, c'est toujours celui qui est le meilleur. S'il n'a pas été, par exemple, à l'école ou je ne sais pas, dans une activité sportive, un enfant va dire qu'on lui a fait ceci, cela. Moi, si je le vois, je vais commencer par vérifier tout doucement avec les parents. Qu'est-ce qu'on me dit de ça ? Ça me paraît être intéressant, important. Je vais l'envoyer, par exemple, à Necker, où il y a une cellule qui va le recevoir et enregistrer son témoignage. Je ne vais même pas, moi, essayer de le faire témoigner une première fois, pour qu'il fasse une deuxième fois, pour une troisième fois. À la fin, il ne sait plus où il en est. Le premier jet de sa parole, ça ne veut pas dire c'est la vérité, mais en tout cas, c'est ce qu'il ressent et on pourra l'étudier. Vous avez beaucoup aussi écrit dans le cadre de la parentalité sur la confiance en soi. À partir de quand vous pouvez dire qu'un enfant a confiance en soi ou n'a pas confiance ? C'est évidemment délicat. Les parents croient toujours qu'en s'extasiant sur n'importe quel dessin, peut-être un gribouillis, on va lui dire « Oh, c'est magnifique » et puis comme ça, il aura confiance en lui. Non, il sait très bien que sa maman n'est pas objective, qu'elle l'adore, qu'elle va lui dire que c'est très bien, toujours, et ça n'a pas force. Ce qui donne confiance en soi, c'est vraiment d'avoir toujours un message de logique envers l'enfant. De lui dire, par exemple, « Ah oui, tu vois, tu as évité de mettre ton pied dans la flaque d'eau. Vraiment, tu es très, très malin et c'est super. » Et si jamais il l'a fait, lui dire je crois que la prochaine fois, tu seras capable même de mettre le pied à côté. Mais pas dire « T'es un imbécile, regarde ce que t'as fait. » Ça, non, on ne le supporterait pas pour nous-mêmes. Hein. La vie en grand, et Louis Gentil. Est-ce qu'on peut donner une définition de la parentalité ? Est-ce qu'il y a une définition à la parentalité ? Ah oui, alors il est très différent d'être entre la parenté et la parentalité. C'est quelque chose de très différent. La parenté, c'est... La parenté, vous n'avez pas le choix. Voilà. La parentalité, vous avez le choix. Voilà, merci beaucoup Nasser, c'est exactement ça. Et la parentalité, vous avez le choix, et la parentalité, elle s'exerce, elle se gagne petit à petit. Elle se gagne dans le fait de porter un bébé, le voir, personne unique, et être dans le projet de le faire grandir, de le construire, et d'apprendre au fur et à mesure avec cet enfant à être parent. Et donc, c'est investir la fonction de parent. Il y a des gens qui peuvent être parents, mais ne jamais se mettre dans une parentalité vraiment positive, construite, en réfléchissant. Parfois, il y a des raisons à ça. On a peur. Mais oui. On a peur de mal élever son enfant. On a peur de mal le faire grandir. On a peur de le rendre malade, de l'infecter. Donc, il y a aussi cette peur qui fait que certaines femmes ou couples sont un peu en retrait. Et oui, parce qu'élever un enfant, c'est le plus grand défi. C'est la plus grande aventure. D'ailleurs, vous le dites. D'ailleurs, oui. Avec la naissance ou la mort, c'est peut-être le plus grand défi. Et voilà. Et le Paris-Dakar, vous savez, les hommes adorent l'aventure du Paris-Dakar. Grande aventure. Moi, je dis toujours, la plus grande aventure, c'est élever un enfant. Et c'est mieux, c'est plus exaltant que le Paris-Dakar. Moi qui ai vraiment une longue expérience de génération de patients et des enfants, 7 petits-enfants, je peux dire à tous les parents, non, je vous encourage, parce que c'est vraiment la plus belle chose que de donner la vie et de s'impliquer dans l'éducation. On peut faire des erreurs puisque nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des robots, mais chercher sans arrêt le bon chemin comme un bateau qui va se guider sur la mer entre les courants. Donc on n'a pas une vérité, un dogme, mais on doit avoir des connaissances des besoins de l'enfant. Notre guide, c'est les besoins de cet être qu'on a mis au monde. Alors, cette parentalité, évidemment, elle a un trajet, elle a des étapes. J'imagine
au moment du fœtus, au moment du nouveau-né, au moment de la petite enfance, la parentalité, elle change, elle obéit à des critères différents. Vous savez, est-ce qu'il y a des rituels différents? Vous savez, le gouvernement a fait un rapport qui s'appelle les 1000 premiers jours. Alors, toutes les mamans qui attendent un bébé ou qui ont un jeune enfant, ça va, oui, les 1000 premiers jours, j'ai vu ça. Mais en fait, ils n'ont pas vraiment compris qu'est-ce que c'est les 1000 premiers jours. Les 1000 premiers jours, c'est à partir du milieu de la grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant, pour dire c'est là que le cerveau se connecte. C'est là que vous programmez le logiciel de votre bébé, que vous lui donnez toutes ses compétences, que vous l'aidez à acquérir son potentiel. Donc là, il y a cette étape. Et puis ensuite, heureusement, on dit souvent le cerveau est plastique. Donc, si jamais vous vous dites « Ah oui, mais moi, j'ai peut-être raté cette étape, c'est affreux ». Non, ça peut se rattraper. Le cerveau, il a plein de circuits compensateurs qu'on peut faire travailler. Donc, ma fonction, c'est vraiment de vous tenir la main, à vous les parents, à condition que vraiment vous vous interpelliez en cherchant à bien faire. Mais vous en serez, vraiment gratifié. Mais c'est extrêmement délicat parce que lorsqu'on sait que l'enfant, lorsqu'il naît, il se développe, par exemple, le foie ne devient mature que vers 8, 9, 10 ans, la rétine ne devient mature que vers 16, 17 ans, il y a une maturation des organes qui aussi prend du temps. Je veux dire, à la naissance, il y a des organes qui ne sont pas définitivement mûrs. Merci. Donc, dans la parentalité, dans la façon d'aborder cette étape de l'évolution de la naissance, j'imagine qu'il y a peut-être des précautions à prendre, des techniques, je ne sais pas. On parle souvent d'empathie. Oui, l'empathie, c'est très important puisque c'est se mettre en rapport avec les émotions de l'autre et les sentir. Vous savez mais j'aurais tellement à vous raconter, mais déjà pour aujourd'hui, vous savez que par exemple les bébés, les fœtus, on a vu par des échographies en 3 dimensions que dans le ventre de leur maman, ils s'exercent aux 7 émotions, c'est-à-dire transmettre une émotion. Alors dans le ventre, il sourit, il fronce les sourcils, il va montrer de la tristesse, de la colère. En 3D, vous les voyez, ils s'exercent. Et comme ça, quand ils naissent, de façon universelle, qu'un bébé soit né dans les îles Fidji ou né à Paris, il a les mêmes outils pour vous envoyer des messages, pour vous mettre en empathie. Alors ces réactions sont conditionnées par quoi, par exemple? Ces manifestations du fœtus? Donc, elles s'exercent, au départ, elles sont juste en état d'exercice. Elles sont végétatives ou elles correspondent à des stimuli particuliers? Non, elles sont végétatives, elles sont programmées. Donc, il sourit, comme on dit, aux anges. Voilà. Mais du coup, quand il vient au monde, ces petits sourires qu'on dit aux anges, qui ne sont pas forcément en réponse, vont illuminer le visage de la mère ou du père qui regarde son enfant. Et du coup, il va voir qu'il y a une correspondance. Et chacun va se lier et va se mettre en empathie. Il ne sait même pas qu'il a des pieds, mais déjà, il sait envoyer un sourire à l'adulte qui ainsi s'accroche à lui. Alors, quand il y a la naissance, quand l'enfant naît, la femme, le mari deviennent parents. C'est tout un monde qui change. C'est tout un monde. Ils apprennent quelque chose. Oui, et parfois ils sont complètement déconcertés parce que ils n'imaginaient pas forcément que ce serait comme ça le bébé. Vous voyez sur les couvertures des magazines, vous voyez des beaux bébés tout roses qui ont l'air toujours contents. Mais quand vous avez l'être vivant dans vos bras, c'est beaucoup plus compliqué. Comme vous dites, il est immature et du coup, il va avoir des coliques, on va avoir du mal à le satisfaire et puis on va faire plein d'erreurs. Moi, souvent, quand on me dit « mais on m'a dit que il fallait pas le porter, que je le portais trop. On m'a dit qu'il fallait pas trop lui donner le biberon parce que ça va lui faire mal au ventre. On m'a dit. Alors moi, je dis faites très attention. N'écoutez pas comme ça des gens qui ne connaissent pas les besoins du bébé. Oui, parce que le parent en question acquiert un nouveau statut
il faut qu'il acquiert aussi une nouvelle compétence. C'est là où vous intervenez sur la parentalité. C'est ça. Est-ce qu'il y a autant d'enseignements de parentalité qu'il y a d'enfants et qu'il y a de parents ? Est-ce que vous avez, entre guillemets, des modalités, des recettes, des façons de faire qui sont les mêmes pour tous ? Il y a des bases qui sont les mêmes pour tous. Il y a des bases qui sont tout le temps les mêmes. Oui, et depuis 300 000 ans. Parce que depuis que Homo sapiens existe, le bébé n'a pas changé. À la naissance, un nouveau-né, c'est le même qu'il y a 300 000 ans. Or, l'environnement a beaucoup changé. Et donc, les parents sont assaillis entre des courants contraires. Les demandes du bébé et les demandes de l'environnement. Les demandes du couple, les demandes de la famille, les demandes de son bien-être personnel, du digital, etc. Et donc, ils sont chahutés par tout ça. Parce que c'est pas forcément raccord. Moi, j'apprends comment connaître son propre bébé, qui est un bébé unique. Alors... c'est souvent la mère qui porte l'enfant à la couche. Est-ce que le couple mère-enfant prend un temps d'avance sur le couple traditionnel ? Oui, c'est très difficile pour le père de trouver sa place au moment de la naissance. Il faut savoir que la maman met son bébé au monde, le prend dans ses bras, c'est une enveloppe, et le père, quand il soutient la mère, c'est l'enveloppe autour de la mère et du bébé. C'est pas à la place de la mère. Des fois, quand le père me dit je voudrais donner un biberon parce que comme ça, je vais m'occuper de mon bébé. Non, le bébé, c'est pas ce qu'il demande. Le bébé, il voudrait être au sein de maman, dans les bras de maman. Et puis, papa qu'entoure le tout. Je me sens le plus fort du monde. On est protégé. Et donc, le rôle du père, vous savez, Boris Cyrulnik dit que c'est comme un oignon. Il y a un bébé entouré par sa mère, le tout entouré par le père, le tout entouré par les grands-parents, le tout entouré par les amis, le tout entouré par la société. Et donc, il faut toutes ces enveloppes pour mener un bébé sur le bon chemin. Exactement. Et d'ailleurs, Sarah Blafer-Hardy, qui est un écrivain qui a fait un livre qui s'appelle « Comment nous sommes devenus humains, les origines de l'empathie », elle dit « Si les petits doivent survivre dans un monde où la nourriture est rare et les prédateurs dangereux, il faut que non seulement leur mère s'occupe d'eux, mais aussi leurs frères et sœurs, leurs tantes, leurs pères, leurs amis, et s'ils sont chanceux, leur grand-mère. » C'est exactement ce que vous venez de dire. Exactement, toutes les enveloppes, elle a tout à fait raison. Une maman toute seule, c'est vraiment très très complexe. C'est pour ça qu'on met tellement d'aide autour des mamans solo, parce que c'est vraiment compliqué. Alors, question qui fâche et qui n'est pas tout le temps dans le moule. On est dans une société où il y a des couples femmes, où il y a des couples hommes. Ça se gère comment, la parentalité ? Oui. Vous savez, moi qui suis vraiment... Il y a de l'adoption, enfin, sauf dans les couples femmes où il y en a une qui décide d'accoucher. Mais comment vous gérez la parentalité ? Bien, moi, j'ai vu à l'expérience que si un couple de deux papas vient consulter, je repère très vite qu'il y en a un qui est plus maternel et l'autre plus paternel. En fait, ils ont... Ou les deux peuvent être en même temps. Non, ça se distribue. En tout cas pour le bébé. Je vois que l'enfant, il va, s'il a besoin d'aller faire pipi, il va toujours demander au même. Vous voyez, pour l'intendance, ça sera un. Pour le jeu, ça sera l'autre. Alors, c'est pas aussi caricatural, mais les rôles se distribuent. Et donc, l'enfant, comme ça, il y a une altérité. Disons que dans un couple homosexuel, il y a une altérité. Justement, à propos d'altérité, par exemple, Céline Chadla, qui est journaliste et qui a commis un livre qui s'appelle « Les incroyables pouvoirs de la parentalité », dit « L'enfant représente une altérité invitant nos raisonnements à davantage de complexité et de nuances. » Oui, absolument. Ça nous rend vraiment beaucoup plus intelligent de s'intéresser à un enfant. Vous savez, c'était Jean-Jacques Servan-Schreiber, vous vous souvenez sûrement, qui était un polytechnicien assez génial et qui avait 4 enfants.
et qui m'avait dit moi, plutôt que de dîner en ville, je préfère dîner avec mes enfants, c'est plus intéressant. Et en effet, les enfants, ils ont une sorte d'authenticité par rapport aux adultes qui ont dû faire beaucoup de compromis avec la vie, qui est très intéressante. Alors, on a parlé des couples femmes, des couples hommes. Quid des couples séparés? Comment se passe la parentalité dans les couples séparés? Alors, la séparation des parents, c'est toujours tragique. Parce que quand vous mettez un enfant au monde, vous n'avez pas eu envie d'être séparés. Hein. Vous avez eu envie d'avoir une maison avec l'enfant et les deux parents. Envie d'être protégé ou de construire un cadre de protection, voilà. et de sécurité. Vous avez un projet parental vraiment cohérent. Et quand vous vous séparez, c'est que vous avez souffert. Vous avez souffert par rapport à l'autre, eh bien, c'est compliqué. Et on aura l'occasion d'en parler. J'ai écrit même un livre qui s'appelle « Il est où mon papa ?» pour parler de cette séparation et des modes de garde. C'est très compliqué. Et vraiment, c'est dans la paix entre les parents qu'on va trouver le chemin. Mais c'est difficile à faire. La vie en grand avec Edwige Antier. Pour finir sur ces histoires de séparation, Edwige, souvent on dit pour le bien de l'enfant, vaut mieux que les parents se séparent. C'est-à-dire que l'équilibre bénéfice-risque je dirais, est en jeu, et vaut mieux qu'un enfant soit élevé avec des gens qui peuvent s'entendre comme ça à distance et tout, ou avec des gardes alternés, plutôt que des gens qui restent constamment dans le conflit. Oui, alors il y a quand même l'intensité du conflit. C'est-à-dire, évidemment, si le conflit est répété, majeur, et que vous n'arrivez pas à en sortir, eh bien, c'est mieux de se séparer. Et aujourd'hui, il y a des spécialistes de la médiation familiale. Je trouve que la responsabilité, vous voyez, au Québec, on demande, avant de venir devant le JAF, de passer une consultation de médiation familiale pour dire aux parents, est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez pas encore des choses qui vous permettraient de comprendre ce qui vous arrive? Et la médiation familiale a l'intérêt aussi que même si vous vous séparez, vous serez moins des ennemis, vous comprendrez. Donc ce qui est important, c'est que quand même vous avez fait un couple au point de faire un enfant ensemble, et vous devez absolument ne pas vous déchirer, vous insulter, et en général, malheureusement, à cause de la souffrance de chacun, vous avez du mal à réparer cette souffrance et à vous comprendre. Donc la séparation, oui, ça peut être positif, mais à condition que le conflit soit apaisé. Edwige Antier, les mamans, elles élèvent leur bébé, leur enfant, etc. Et on entend souvent une phrase qui est « ce qui n'est pas vécu est manqué ». Ce qui n'est pas vécu est manqué ou perdu. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de gens regrettent. Ah, si j'avais su, j'aurais fait ceci. Ah, si j'avais su, j'aurais fait cela. Ils regrettent dans leur histoire de ne pas avoir commis une parentalité, entre guillemets, exemplaire. Alors, avoir des regrets, vous en aurez toujours, parce que personne ne peut remplir toutes les cases. Votre vie est très complexe et vous êtes un être vivant, donc forcément. Mais n'ayez pas de remords. Oui, parce que c'est le sentiment précis où je voulais vous amener, la culpabilité. Voilà. C'est-à-dire que, je sais pas moi, ma fille commence à maigrir, elle ne veut plus manger, ou alors mon fils se désintéresse. Ah, si j'avais su, je me serais comporté comme ça. Il y a une culpabilité de la mère ou du père par rapport à ce que l'enfant est devenu. Et donc il dit, ah, si j'avais su, je me serais inscrit dans ce chemin de parentalité. C'est ça. Et je dois dire que dans notre société, on reproche plus aux mères. Et vous savez, les enfants, quand ils grandissent, ils reprochent plus à leur mère. Les hommes, vous avez quand même de la chance. Vous êtes assez épargnés des reproches. Alors que la mère, on la croit toute puissante. Et donc, chaque fois que les mamans me disent « Oh ben ça doit être de ma faute », je dis « Ah ben oui, c'est toujours de la faute des mamans ». Donc il faut assumer qu'on va nous reprocher des choses. N'essayez pas d'être parfaite, vous faites ce que vous pouvez. Quand par exemple, vous dites à un enfant, la question qu'il pose à sa mère, c'est où est ma brosse à dents, où est mon sac, où est mon classeur, etc. etc. Il pose 1000 questions. Et puis en fait, quand on lui dit « Qu'est-ce que tu poses comme question à ton père ?», la seule question qu'il pose, c'est «
Où est maman? Ah oui, C'est ça, je ne la la connaissais chose. pas. C'est ça. Elle est Ben oui, magnifique. c'est ça. Elle va tout à C'est-à-dire fait. que la mère, elle est là. C'est ça. Elle pallie à toutes Et on va les tout demandes, exiger, à toutes les interrogations de l'enfant. Et justement, ça sécrète une culpabilité trop grande chez les mamans. Donc ça, j'essaie vraiment de désamorcer. Je leur dis, c'est toujours de la faute de maman, donc ne vous inquiétez pas, vous ferez forcément des erreurs. Après, il faut s'interroger tout le temps, bien sûr, sur le peu mieux. Qu'est-ce que je peux mieux faire? Comment vous conciliez à la fois le fait d'élever l'enfant, d'entrer dans l'empathie, de construire à partir de cette altérité en même temps, mais en même temps, cet enfant, Edoui Jantier, c'est une personne toute seule, elle est elle-même, elle existe en elle-même, donc elle est dissociée de ses parents. Comment vous gérez à la fois le fait qu'il faut accompagner dans la parentalité et en fait que il se détache et il vit sa propre vie. Comment vous gérez ça? Et j'ai un mot, il faut admirer son enfant. Parce que vous savez, c'est magique quand même. Ces deux petites cellules qui se sont rencontrées et qui font un être qui apprend à grimper, à parler, puis qui va apprendre des tables de multiplication, puis qui va apprendre à rencontrer un amour. Mais un enfant, d'abord, il faut l'admirer. Et bien sûr qu'il est différent de vous. Une chose quand même très importante, c'est que quand un enfant est difficile, commencez pas à dire « Oh là là, oui, il est comme l'oncle Jules, il a le caractère comme ça. » Parce que souvent, on me dit « Non, mais vous savez, il a un caractère difficile. » Alors quand on dit ça, en fait, on veut dire mauvais caractère. Là, je tiens beaucoup à dire qu'il y a maintenant la découverte de l'épigénétique. Et l'épigénétique, ça montre que l'environnement va modifier l'expression des gènes. Alors même s'il avait les gènes de l'affreux oncle Jules, la façon dont vous allez vous comporter avec cet enfant va faire que ces gènes vont plus ou moins s'exprimer. Donc en fait, comme dit aussi Cyrulnik, il y a 100% d'inné et il y a 100% d'acquis. Parce que nous, l'aide à la parentalité, ça agit justement sur l'environnement qui façonne l'hérédité. Vous avez prononcé un mot magnifique, c'est la première fois que vous le prononcez depuis le début de l'émission, c'est le mot amour. Est-ce qu'une parentalité aboutie va avec un don de soi? C'est-à-dire qu'on ne peut exercer une bonne parentalité que si on fait le don de soi à notre enfant. Alors oui, et c'est avec très amour, important ce que vous dites, mais ça ne suffit pas. En fait, il ne faut pas juste être sacrifié et pleine d'amour, parce que si vous ne comprenez pas les besoins de l'enfant, et c'est ça qui est passionnant, et c'est ça que j'essaie vraiment d'apprendre aussi bien aux psychologues, aux professionnels de l'enfance qu'aux parents eux-mêmes, quels sont les besoins de l'enfant selon les âges. Tout à l'heure, vous avez parlé du foie, qui est immature jusqu'à 10 ans ou plus. Eh bien, sachez que la myélinisation qui entraîne la vitesse de conduction du courant dans les neurones, comme la gaine du fil électrique, eh bien, elle n'est achevée qu'entre 20 et 25 ans. Votre enfant, son cerveau est longtemps immature. Donc, je veux qu'on comprenne. Et en même temps, il y a plein de neurones qui disparaissent. Ah oui, il sélectionne. Il sélectionne avec ce que vous lui apportez. Alors, et donc, en même temps que vous décrivez ce que vous venez de dire à l'instant, c'est la quête de sens qui est importante dans la parentalité. C'est plus que les biens matériels ou les choses un peu superficielles. À votre enfant, vous lui imprimez, vous lui enseignez la quête de sens. Une parentalité sans cet enseignement n'est pas de la parentalité. Absolument. Et votre enfant, c'est quand même votre prolongation sur le monde. Pourquoi on est si angoissé quand on n'a pas d'enfant? Pourquoi, bien qu'aujourd'hui on développe les mères qui veulent pas d'enfants, mais la majorité tout de même a envie d'un enfant? Pourquoi les grands-mères sont particulièrement bénéfiques à l'enfant? Parce qu'elles sentent que l'enfant va prolonger sur Terre votre existence, non seulement par ses gènes, mais par l'empreinte que vous lui aurez mis. Donc c'est un projet immense, un enfant. En fait, dans la parentalité, si je comprends bien, Edoui Jantier, il n'y a pas inégalité. Le bébé est autant acteur que vous.
Exactement. Il y a une égalité. On appelle ça les interactions. Il est acteur comme vous. Mais oui, parce que si vous avez un bébé qui est très interactif, qui vous fait des sourires immenses, qui vous regarde avec ses yeux, qui cherche tout de suite dans l'environnement, eh bien, vous êtes porté. Si vous avez un bébé qui est moins communicant, c'est très intéressant pour le pédiatre de le repérer parce qu'à ce moment-là, on va travailler avec lui. Et nous avons beaucoup de personnes parmi les psychomotriciens, les orthophonistes qui font ce travail de connecter l'enfant qui n'est pas assez connecté. Parce que c'est vrai, c'est cette connexion, ces interactions vont porter le parent à s'engager dans les progrès de son enfant. Alors, effectivement, donc le parent imprime une conduite à tenir, souvent des rituels, crée un écosystème sécurisant, parce que l'enfant, il faut quand même le limiter. Si on laisse un enfant se développer, c'est que le moi qui prend le dessus. Il a une dimension de destruction, donc il faut lui mettre des contraintes, du surmoi, des interdits. Mais en même temps, cet enfant, il faut le laisser tout seul. Il faut le laisser de façon à ce qu'il maîtrise son corps, à ce qu'il apprenne ce que c'est que la chaleur, ou quand il met la main quelque part, il se brûle. Donc il faut le laisser aussi vivre, non ? Alors le problème, personnellement, j'ai un contentieux avec le mot d'autonome. Ah, c'est très à la mode de dire ils doivent être autonomes. Alors il faut les laisser tout seuls se débrouiller pour qu'ils deviennent autonomes. Trop tôt. On veut trop tôt dans notre société les rendre autonomes et nos enfants sont trop en collectivité, trop longtemps. On aura certainement l'occasion d'en parler, Nasser. Il faut vraiment quand même être attentif à nos enfants et les accompagner plus que de les laisser tout seuls devenir autonomes. Est-ce que vous avez, avec le recul que vous avez, est-ce que vous savez quand vous avez une bonne parentalité, une mauvaise parentalité, dans le rétroviseur, comment vous analysez un peu ce que vous avez fait en fait? Dès que je vois un bébé de 3 mois avec ses parents, je sais si ça va être une grande alchimie entre eux par rapport à d'autres, parce qu'il y a des parents qui réalisent tout de suite comme c'est extraordinaire et comme ils vont rencontrer ce bébé, et d'autres qui restent un peu plus distants, pensant que le bébé, ça va être des recettes qu'il va pousser tout seul, avec des méthodes assez carrées, et ça ne va pas faire le même enfant. Edwige Antier, mille merci d'avoir accepté cette invitation. Vous venez de commettre aussi un livre qui s'appelle « J'aide mon enfant à se concentrer ». C'est sur les écrans. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais on en parlera la prochaine fois. Sur ces fameux écrans dont le gouvernement actuel veut un petit peu mettre son nez. Sur, et comment faire parce que les enfants sont de plus en plus jeunes avec des téléphones portables, des tablettes. C'est la meilleure des solutions, comme en Espagne, oui. où on met les smartphones dans des petites sacoches, on les rend à la fin de la journée. On en parlera bien sûr dans une autre émission. C'est un gros problème pour les parents. Je suis très contente. J'ai beaucoup réfléchi et beaucoup d'expérience sur le sujet. En tout cas, les étudiants qui sont à l'EFPP ont beaucoup de chance de vous avoir comme expert et enseignant. Donc, la vie augmentée se termine pour aujourd'hui, mais on se revoit très bientôt.